One Piece. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Même si c'est l'œuvre japonaise la plus connue au monde chez les 10-30 ans, ça reste fou de se dire que tu peux parler à un jeune à l'autre bout de la planète, ne pas parler la même langue, mais si tu lui dis One Piece, il sait exactement de quoi tu parles. Monde entier est d'accord pour dire que suivre 10 bougs à la recherche d'un trésor en faisant le tour de leur monde et en se battant partout où ils passent, eh ben c'est stylé. Et en plus, cette œuvre est devenue un symbole pour plusieurs générations. À moins de vivre dans une grotte, aujourd'hui, tu ne peux pas passer une année sans entendre parler au moins une fois de One Piece. Entre un manga avec plus de 100 tomes, un animé avec plus de 1100 épisodes, une série live action prévue pour plusieurs saisons avec Netflix, un jeu de cartes, plusieurs jeux vidéo et une tonne de goodies. One Piece est une œuvre très longue. Ça a commencé il y a 28 ans. Donc forcément, on a tous découvert l'œuvre d'une manière différente. Moi, comme beaucoup d'enfants nés au début des années 2000, quand t'avais 8-10 ans et que tu rentrais de l'école et que tes parents étaient un peu occupés, ils te mettaient devant la télé et tu finissais par zapper sur la chaîne 17 parce que là, tu tombais sur One Piece. Évidemment que c'était pas dans l'ordre. Je me souviens qu'ils diffusaient en boucle la fin d'Enies Lobby jusqu'à la fin de l'arc de l'île des hommes poissons. C'était sympa à regarder. Jusqu'au jour où, en regardant un épisode, je suis tombé sur cette scène. Toi aussi tu commences à m'énerver. Même aujourd'hui, quand je la revois cette scène, j'en ai toujours des frissons. Pourquoi une scène qui se résume à un simple coup de poing peut provoquer autant d'émotions? Tout d'abord, prenons en compte l'histoire dans One Piece à ce moment-là. Nos héros, après avoir retrouvé un ancien ennemi, Octi, qui date du début du manga, qui ont réussi par un concours de circonstances à en faire un allié, et après avoir rencontré d'autres hommes poissons, dont une sirène et une étoile de mer, nos héros veulent se rendre sur l'île des hommes poissons pour continuer leur aventure, mais ne savent pas comment y aller. C'est alors qu'ils décident de débarquer sur l'île la plus proche, à savoir Sabaody, pour trouver des réponses. Au début, ça ressemble à une île plutôt tranquille, presque touristique, avec des parcs d'attractions, des bulles dans tous les sens, jusqu'au moment où Luffy et une partie de son équipage découvrent les dragons célestes, des soi-disant dieux qui traitent des humains comme des objets, persuadés d'être supérieurs à tout le monde. Si tu les touches, un amiral vient te mettre une balayette qui, à ce moment-là, ces personnages sont plus forts que nos héros. On avance un peu, parce que je vais pas vous raconter tout l'arc Sabaody. Juste petite mention au fait que Zoro a voulu éclater un dragon céleste, mais que Bonnie la Goat est intervenue de justesse. Ce qui nous intéresse, c'est le moment où Keimi la sirène se fait enlever et va être vendue au marché aux esclaves, tenu dans le plus grand secret dans l'archipel. L'équipage entier ainsi que leurs nouveaux alliés se lancent à sa recherche. Tous essayent d'intervenir comme ils peuvent pour la sauver. Mais la présence des dragons célestes bloque un peu toutes les solutions. Jusqu'au moment où Luffy arrive en dernier, voit Keimi et naïvement fonce pour la sauver. Sauf que là, Octi essaye de l'empêcher pour éviter de mettre trop de bazar. Et par maladresse, il révèle son identité d'homme-poisson. Et il se fait tirer dessus par un dragon céleste. À l'agonie, dans une scène déchirante, il supplie Luffy de ne rien faire. Mais c'est trop tard. Luffy, incapable de supporter l'injustice faite à ses amis, explose les plombs et met une patate monumentale au dragon céleste. Peu importe les conséquences, que ce soit l'amiral Kizaru qui vient pour les latter, que ce soit Kuma qui les sauve in extremis, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la symbolique dans ce coup de poing. Peu importe qui tu es, tu ne fais pas mal aux autres comme ça. Même dans le manga, cette scène est incroyable. Tu arrives à la fin du tome 51, tu tournes la page pour savoir ce que Luffy va faire. Et là, tu tombes sur cette double page magnifique où Luffy, furieux,
met KO un dragon céleste. Eiichiro Oda nous a pondu une masterclass. Mais faut être honnête 2 minutes, cette scène a encore plus marqué les gens quand elle est arrivée en animé. On a exactement la même scène que dans le manga, sauf que cette fois, tout est en mouvement. On voit un peu mieux la colère de Luffy dans son regard, on ressent une tension palpable avec la musique épique, le son des pas de Luffy, on sent qu'il va faire quelque chose. Et quand le coup part, tout explose, même les couleurs ont décidé de disparaître pour laisser place à un impact qui rend la scène d'une épicness incroyable et qui laisse tout le monde bouche bée, que ce soit les gens dans la salle et nous aussi, les spectateurs de l'animé. Il n'existe pas vraiment de terme officiel pour décrire ce choix artistique où les couleurs disparaissent pendant une action. Bon, j'y connais pas grand chose en termes techniques sur comment on fait un animé. Mais après quelques recherches, j'ai vu que beaucoup de monde appelait ça un Sakuga Cut. Pour faire simple, c'est un moment dans un animé où l'animation est plus soignée et prend plus de temps et d'argent parce qu'on veut en faire une scène importante. Donc logiquement, j'ai voulu savoir qui a fait cette scène ou qui a réalisé l'épisode. Et je vous avoue que ça a été un peu compliqué de savoir, car dans l'animation japonaise, à cette époque, donc au début des années 2010, les animateurs qui ont fait telle ou telle scène, ils sont pas souvent crédités au générique des épisodes ou même au générique de l'animé. Mais après quelques recherches, il y a un nom qui est revenu souvent et qui est aussi le directeur de l'épisode, c'est Naoki Tate. Ce nom vous dit peut-être rien et c'est normal. On sait très peu de choses de lui, à part qu'il a 60 ans et qu'on a une photo. Et que surtout, il a passé la majorité de sa carrière chez la Toei Animation. Et que quand on regarde les séries, les épisodes qu'il a fait, ou même les scènes qu'il a fait, on peut penser, ou au moins suspecter, que c'est lui qui est responsable de cette scène épique, vu qu'il a un certain style d'animation. Voici quelques exemples. Comme vous avez pu le voir, c'est grâce à lui qu'on a eu des moments épiques dans One Piece, dans Dragon Ball et même dans Digimon. Alors que ces animés étaient produits en fleuve, c'est-à-dire un épisode par semaine, avec très peu de pauses. Oui, un véritable enfer pour un animateur. Mais malgré ces conditions de travail intenables, Naoki Tate, qui était le directeur de l'épisode de cette fameuse scène, a réussi à coordonner toute l'équipe pour livrer cette scène qui a choqué le monde entier et qu'on s'en souvient des années après. Je veux dire, cette scène a tellement marqué la culture animée qu'on a plusieurs clins d'œil au fil des années et que même dans One Piece, récemment, elle est revenue lorsque Kuma a mis un coup de poing à Saturne. Il manque quelque chose, un ingrédient qui transforme justement une bonne scène en une scène culte. Et ce qui manque, c'est la musique. Et dans One Piece, c'est pas ce qui manque. La quasi-totalité de l'OST de l'animé est culte, même si parfois, on va pas se mentir, elle est un peu trop surutilisée. Et si je vous disais que le compositeur des musiques de One Piece dans l'animé, c'est celui qui a fait l'opening 1 iconique, mais aussi l'opening 22 et 26. Il est aussi également compositeur de l'opening 1 de Dragon Ball avec Goku Petit et aussi l'opening 1 de Jojo Bizarre Adventure. Vous ne me croirez sûrement pas. Et pourtant, c'est la vérité. Le principal compositeur de One Piece et de tous ses bangers, c'est Koei Tanaka. Quand une musique est incroyable dans l'anime One Piece, il y a une chance sur deux que ça soit lui qui l'ait composé. Donc logiquement, on pourrait penser qu'il est derrière la musique de la scène qui nous intéresse. Rappel pour la 1 milliardième de fois, le coup de poing de Luffy contre le dragon céleste. C'est bien lui, n'est-ce pas ? Alors en fait, c'est pas lui du tout, et vraiment pas du tout. Et encore plus surprenant, la musique qu'on entend dans la scène, c'est même pas une musique originale de l'anime. La musique qu'on entend vient en réalité d'un film One Piece, et pas n'importe lequel, probablement le pire film One Piece. Alors non, c'est pas Stampede, c'est le film 7, à savoir One Piece, le méca géant du château
Karakuri. Un film connu déjà pour la sexualisation de Nami et Robin, genre à un tel point que leur poitrine est mieux animée que le reste du film. Bon, parlons pas de ça. Ce qui nous intéresse, c'est la musique. Bien que Koei Tanaka, le GOAT, ait composé une grande partie de la bande-son originale de ce film, c'est pas lui qui s'est occupé des musiques dans les scènes d'action. Non, ces dernières ont été composées par Yasunori Iwasaki, évidemment sur la supervision du GOAT. Iwasaki n'a pas travaillé sur beaucoup d'œuvres populaires. On sait juste qu'il a fait les musiques du film 7 et 8 de One Piece. Et pour les connaisseurs d'anime, il a aussi fait la BO originale de l'anime Enfer et Paradis. Donc, la musique que vous entendez lors du coup de poing n'est donc pas une musique originale. C'est en fait la musique du second round du combat de Luffy contre le méchant du film 7. Elle n'a pas été créée pour Sabaody. Mais il faut comprendre aussi un peu le contexte de l'époque. L'anime One Piece était en fleuve. Il fallait sortir un épisode par semaine. Il n'y avait pas vraiment le temps de composer une musique originale. Donc alors, ils ont pioché une musique déjà existante pour la faire matcher le plus possible à la scène. Et ils ont eu du flair parce que finalement cette musique aujourd'hui est bien plus connue via sa surutilisation dans l'anime One Piece que dans le film d'où elle provient. D'ailleurs c'est pas la seule. Plusieurs musiques de l'anime One Piece qui sont un peu hype ou tristes viennent en fait des films. Cette scène de One Piece n'est pas juste un coup de poing classique, c'est le point de non-retour de l'œuvre, où on passe d'un récit d'aventure sympa, où les héros sauvent des gens partout où ils passent, à ils s'attaquent directement aux dirigeants. Et on le voit plus tard qu'ils étaient pas prêts à faire ce genre de move. Pour faire passer ce message, il ne fallait pas une scène banale. Il fallait quelque chose qui choque. Et le premier à faire, c'est évidemment le manga, avec une double page incroyable. Mais c'était pas assez épique. Cela n'a pas marqué plus que ça le lecteur occasionnel. Et c'est là qu'intervient l'anime, où ils ont décidé de mettre toutes leurs tripes pour proposer quelque chose qui n'a pas souvent été fait dans l'animation à cette époque. C'est d'assumer un choix artistique. Le fait d'enlever les couleurs pour montrer l'impact de la scène est une très bonne idée. Et ce qui renforce l'épicness de la scène, c'est aussi la musique. Bien qu'elle soit déjà utilisée autre part, le fait d'avoir choisi cette musique applique une tension qu'on n'a pas forcément vue dans le manga. Et ça, c'est très bien. Pour moi, cette scène fait passer One Piece à un autre niveau. On suit les conséquences que a le coup de poing de Luffy, c'est-à-dire plus de world building, plus d'histoire sur des personnages pas forcément principaux de l'œuvre. Le coup de poing de Luffy sur un dirigeant du monde a fait bouger le monde.